Voici une nouvelle vidéo qui demande de calculer toujours. C'est le même exercice que précédemment, mais cette fois-ci, je vais utiliser une autre technique. Oui, rechercher, bon, si ça ne s'écrit pas comme ça, je vais remarquer que je vais faire une erreur. C'est rechercher la distance entre les deux droites, qui sont données, bien sûr, D1 et D2. Alors, elles sont données sous forme coutumière, certaines l'appellent cartésienne, ce genre d'équation. On a D1 et D2. Alors, D1, son équation, vous la voyez, c'est x sur 1 égale y moins 3 sur 2 égale z moins 2 sur 1. Et la deuxième, c'est D2, c'est x moins 3 sur 1 égale y moins 1, y plus 1 sur 2 égale z moins 2 sur 1. Vous pouvez remarquer qu'ici, il y a quelque chose qui ressemble, c'est ceci. Il y a une ressemblance à ce niveau-là, sans plus. À ce niveau-ci, il y a une ressemblance. Mais ça ne veut rien dire. Hein. Ça ne veut rien dire. Donc, on demande de rechercher la distance. L'exercice, il a déjà été résolu par la topologie d'une recherche euclidienne par la formule de Pythagore. La formule de Pythagore, mais appliquée dans l'espace. C'est-à-dire que j'avais appliqué juste la formule suivante pour trouver la distance. En tout cas, c'est une distance euclidienne parce qu'il existe beaucoup de distances. Hein. Il y a la maxi-distance, taxi-distance, l'euclidienne distance, etc. etc. Ouais, et ici, c'est une distance euclidienne. Donc, j'ai appliqué juste x1 moins x2 au carré, plus, ça c'est plus y1 moins y2 au carré. Et bon, comme on est dans l'espace, je rajoute une coordonnée, z1 moins z2 au carré, et bien sûr, la racine carrée va prendre sur tout ça, hein. Ça vous le savez très bien. Voilà, donc la racine carrée ne s'arrête pas ici. Donc on aura la racine carrée de ceci. Une fois que vous avez évalué ceci, vous avez la distance euclidienne entre deux points, par exemple le point E et F. Bon, qu'est-ce que c'est que ces deux points E, F? C'était le point de percée. On avait un plan qui était donné. Hein. Enfin, il y avait, je m'excuse, on a deux droites. On avait deux droites qui étaient ces deux droites sont parallèles. Hein. Si vous regardez D1 et D2, ils ont même coefficient, même paramètre directeur. 1, 1, en Y, 2, 2 et en Z, 1, 1. Donc ça veut dire qu'on a deux droites parallèles, on avait affaire à deux droites parallèles. Et qu'est-ce qu'on a fait? Bien sûr, il y a un ROD qui est posé. J'ai profité du ROD pour faire passer un plan par l'origine. Et on obtenait, si vous voulez, point de percée des deux droites. Et ensuite, je cherchais la distance euclidienne, que voici. J'appliquais juste la formule entre le point de percée qui était E et F. Donc, ça donnait la distance EF. On avait les points de percée EF. Bon, cette fois-ci, je ne vais plus faire pareil. Je vais passer par une autre technique, un autre procédé, une autre technique, une autre méthode qui va tenter, j'ai bien dit tenter, parce que c'est pas dit qu'on va pouvoir qu'on va pouvoir conclure à quelque chose, parce que cette technique que je vais vous montrer ici, c'est pas dit qu'on on aboutit à quelque chose. On peut aboutir comme on ne peut ne pas aboutir. Alors si on n'aboutit pas, soit on va se référer au résultat qu'on a obtenu auparavant, c'est-à-dire par la distance euclidienne, c'est-à-dire par la formule x1 moins x2 au carré plus y1 moins y2 au carré plus z1 moins z2 au carré racine carrée. On va dire, bon, on va confirmer que c'était ça la distance. Sinon, il y a une approche de trouver la réponse aussi. Malgré que, voilà, malgré qu'on a quelque chose qui, on ne saurait pas conclure, mais on peut quand même
faire une analyse, si vous voulez. On peut faire une analyse. Donc on peut, au bout du compte, par la technique que je vais vous dire, soit elle donne un résultat, soit elle donne un résultat, on va dire, mitigé, parce qu'après, ce résultat mitigé peut ramener à donner l'analyse supplémentaire. Mais dans un premier temps, on va quand même adopter la technique, et on va regarder cette technique. Bon, tout d'abord, je vais tracer les droites. La première droite, bien sûr, ça c'est égal à un paramètre égal à R. C'est un paramètre réel. Donc je peux écrire la première équation de droite, c'est x égale lambda. Bon, ça c'est bien sûr c'est la droite D1. Égale 2 lambda plus 3. Et z égale lambda plus 2. Bon, je fais de même avec la deuxième équation des deux. Je vais la rechercher. Bon, je vais déjà écrire bon, ils sont parallèles, hein, ils ont le même coefficient directeur, donc c'est bien 1, 2, 1, pour tous les deux. Hein. 1 lambda, 2 lambda, 1 lambda. 1 lambda, 2 lambda, 1 lambda. Maintenant, la dernière, elle est la même, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, bon, on a le même z-2, donc si je me trompe sur l'un, je me trompe sur l'autre, donc ils sont tous les deux, c'est tous les deux la même chose. Hein. Bon, il reste plus que x et y, à confirmer le x et y. Alors, le x c'est plus 3, et le y c'est moins 1. Et donc ça, bien sûr, c'est la droite des deux. Alors, je vais mettre un point qui est 0,32. Ouais, ici, il faut que j'aille dans l'espace. Donc, on a un point A qui est 0,3. Mon premier point A. Mon point B, je prends lambda égale 1 pour des questions de facilité. Bon, si je prends lambda égale 1, on aura 1 en x. En y, on aura une fois 2 plus 3, ça fait 5. On aura 1, 5. 1 fois 1, 1 plus 2, ça fait 3. Donc, 1, 1, 5, 3. On a 1, 5, 3. J'ai pris lambda égale 1. Donc, ça fait b égale 1,5,3. Bon, je trace la droite à B. La voici. Maintenant, je fais la même chose pour la droite 2. Je vais chercher un point. Un premier point qui me vient à l'esprit, c'est 3 moins 1, 2. Donc, 3 moins 1, 2. Que je vais appeler C, bien sûr. Voilà. Et un point D qui serait, je vais prendre lambda égale 1 pour avoir facile. Donc 3 plus 1, 4. 2 moins 1, 1. Et 1 plus 2, 3. Donc j'aurai 4, 1, 3. D, c'est 4, 1, 3. J'ai pris lambda égale 1. Bon, je vais mettre la droite, dessine la droite CD. Voilà. Bon, GeoGebra calcule, j'ai pas besoin de faire un point
une idée de solution avec un plan des recteurs qui passent par l'origine, de rechercher les points percés, ça a déjà été fait auparavant, et calculer la distance par les racines carrées, puisque ça a été fait auparavant. Hein. Il y a une vidéo qui consacre à ça. Je vais juste chercher la distance entre la droite F, qui est D1, et la droite G, qui est D2. 4,56, voilà. Et ça, je me rappelle de la solution, c'était bien que cette valeur-là. Donc, ça, c'est la distance entre les deux droites. Bon, alors maintenant, je vais appliquer une seconde technique. Pour ça, je vais la technique, la seconde technique, elle est similaire à la première. Elle est similaire. Simplement, elle est similaire, mais la direction... en fait, on part du même principe, si vous voulez, mais les directions ne sont pas les mêmes. Elles ne sont vraiment pas les mêmes. Voilà. Si vous prenez la première direction, le premier chemin, ben, c'est de se dire que l'équation d'une droite, c'est... enfin, je m'excuse, la distance entre deux droites est donc fatalement 2 points, parce que c'est les 2 points de percée sur un plan. Le plan a été défini auparavant. Hein. Eh bien, je vais appliquer ceci. x1 moins x2 plus y1 moins y2 plus z1 moins z2, bien sûr, au carré, au carré, au carré. Voilà. Jusque-là, c'est ce qu'on appelle une distance euclidienne. Ça mesure la distance EF. Alors maintenant, bon, EF, c'est une distance entre 2 points. C'est-à-dire qu'ici, je mesure une distance fixe. C'est une distance fixe. Et bien maintenant, la voie à suivre, je vais mesurer une distance variable. Je vais mesurer une distance variable. Et cette distance variable, je vais l'optimiser de façon à rechercher la distance minimale. Et la distance minimale sera la distance recherchée. Alors, je vous assure, c'est pas dit qu'on va trouver. C'est pas dit qu'on va pouvoir conclure. Mais je vous ai dit que si on ne concluait pas, il y avait une autre manière d'y aboutir. De toute façon, ici, moi, la distance, je l'ai. Donc, je pourrais voir si c'est bon ou pas. Alors, ça, c'est pour une distance fixe. Maintenant, je vais définir une distance variable qui est une fonction d, variable, distance. Bon, je retire la racine carrée, donc je vais l'appeler d carré. Et d carré va reprendre ceci. Voilà. Et je vais minimiser ceci. Je vais minimiser ça. Mais attention que ça, c'est une distance variable. Elle sera, j'aurai une distance fixe quand j'aurai une distance minimale. Donc ça, c'est une distance variable. Ça constitue un ensemble de distances. Bon, bah, alors, ce qui veut dire que la première méthode a été établie. Ce qui m'intéresse, c'est la seconde méthode. Donc, je ne m'intéresse plus à la première méthode. Donc, vous voyez que le point de départ, il est le même. Hein. Il est le même. On part toujours sur la distance euclidienne. Le point de départ, il est le même. C'est maintenant le fait que j'ai pris une distance variable qui va changer le cours des choses. Et donc, le raisonnement ne sera plus... auparavant, il fallait appliquer juste la formule avec la racine carrée, on a 2 points. Par contre, ici, c'est moins évident, il y aura du développement, parce que on sait bien que ben, x1, on aura 2 points, x1, y1, z1, x2, y2, z2. Alors, ces points, ce sont des points variables. Hein. Ce sont des points x1 est variable en fonction de lambda, et voilà. Ces 2 points variables, on ne sait pas c'est quel point. Le but, c'est de rechercher quel point c'est. Mais dans un premier temps, je vais remplacer ceci, bien sûr, dans
je vais faire x2 moins x1, y2 moins y1, z2 moins z1. De toute façon, que je fasse x1 moins x2, il est au carré, voilà. Donc ce sera toujours positif. Hein. Donc, si je fais x2 moins x1, ce sera toujours positif parce que je prenne l'opposé ou une valeur ou son opposé, que je le mette au carré, ben, on aura toujours de positif. Donc que je fasse y1 moins y2 ou y2 moins y1, la donne est pareille. Plus z2 moins z1. Jusque-là, il n'y a rien qui change. Alors je vais chercher x2. Alors x2, c'est en fonction de lambda. C'est lambda moins... Alors là, on ne va plus appeler ça lambda, puisque en fait, c'est pas le même lambda. C'est pas les mêmes lambda. Il faudra chercher... voilà, ils ne sont pas interdépendants. Hein, donc, si j'ai une variable d'un côté, j'ai une autre variable. Enfin, j'ai un paramètre d'un côté, j'ai un autre paramètre de l'autre côté. Ça, c'est d'office. La réponse ne vaudra pas pour un lambda commun. Loin de là. On n'a pas un lambda commun pour ces deux-là. Donc, ça veut dire qu'ici, je suis obligé de remettre un paramètre qui est mu. Bon. Pour l'un, ce sera un lambda, et l'autre, ce sera un mu. Et en fonction d'un lambda mu donné, ben, on aura un x1, x2. On fera la différence x2 moins x1, y2 moins y1, et z2 moins z1. On n'a pas le lambda qui est commun aux deux. Hein, loin de là. C'est pas le même. Il n'y a aucune raison qui fasse en sorte qu'on ait le même lambda pour une distance minimaliste, pour une distance donnée qui serait la distance euclidienne aboutie au travers d'une optimisation. Donc c'est mu. Voilà, il y a lambda d'un côté, et il y a mu de l'autre. Il n'y a rien qui fait dire qu'on aurait un lambda commun. Rien du tout. Donc c'est lambda, si je fais x2 moins x1, ou x1 moins x2, je ne sais pas ce que je prends un des deux. Bon. Eh bien, on va regarder. Bon, on va faire x2 moins x1. Je vais faire x2 moins x1. Bon, c'est mon choix. J'ai choisi. Donc, je vais faire mu moins 3. x2, c'est mu moins 3 moins lambda. Mu moins 3 moins lambda au carré. Mu moins 3 moins lambda au carré. Voilà, ça c'est pour le premier. Je vais faire maintenant le second. Donc ça c'est toujours d carré. D carré. 2 mu moins 1 moins 2 lambda. 2 mu moins 1 moins 2 lambda moins 3, plus 3. 2 mu moins 1. 2 mu moins 1 moins y1, il vaut 2 lambda plus 3. 2 lambda plus 3. Ce qui fait 3 moins 1, ça fait 2. 3 moins 1, ça fait 2. Voilà. Donc, 2 mu moins 2 lambda plus, alors je vous disais que c'était plus moins 1 moins 3. Moins 1 moins 3 ça fait moins 4, je m'excuse. Moins 1 moins 3 ça fait moins 4, ça fait moins. J'ai oublié de mettre le moins. C'est moins 4. J'ai bien fait de vérifier.
4 au carré. Faisons le dernier, plus, je vais aller chercher le dernier. Alors c'est mu plus 2, moins lambda, moins 2. Alors 2 moins 2, ça fait 0. Il va rester 2 moins 2, ça fait bien 0. Mu, il va rester mu moins lambda. Il va rester mu moins lambda. Bien sûr, au carré, et ceci, c'est des carrés. Voilà. Eh bien, la discussion va se baser là-dessus. Toute la discussion, le point d'ancrage de la discussion. Vous allez me dire, oui, c'est une matière beaucoup plus compliquée que l'autre. Ben oui, bien sûr, j'ai pas dit que c'était la meilleure solution, la plus fine, la plus simple. Ouais, j'ai pas dit ça. Je dis, bon, c'est une méthode parmi d'autres qui nécessite bien sûr des connaissances, ça d'office. Hein. Ben, de toute façon, les connaissances, vous les aurez ici parce que je vais les citer. Je vais les citer, les connaissances. Quoique, bon, maintenant, il faut savoir aussi faire des calculs de dérivées partielles. Voilà. Bon, mais donc ça, c'est... Qu'est-ce que c'est? Donc, ceci représente la distance des carrés. C'est la distance qui est une fonction. Hein, c'est la fonction distance, puisque en fait, tout ça, ce sont des variations. Hein. On ne connaît pas, c'est pas un point bien particulier. On va rechercher pour que ce soit un point particulier. Tout ça, c'est du variable. Hein. On a affaire à, bien sûr, du variable. Et le but de la manœuvre, c'est de ramener à du fixe. Mais ce fixe-là, il faut l'optimiser et rechercher quand on a l'optimisation et quand on aura la bonne optimisation. Parce qu'optimiser, c'est soit un maximum ou un minimum. Voilà, un maximum ou un minimum. Bon, maintenant, ce qu'il faut remarquer, c'est qu'on a une fonction à deux variables, mu, lambda. Donc, ce qui veut dire qu'il faut faire appel pour l'optimisation aux théories des fonctions à plusieurs variables. Mais ici, les plusieurs variables, il n'y en a que deux. J'en ai que deux. Bon, si on avait 3, 4, 5, 6, bon, c'est plus compliqué. Mais ici, bon, on n'a que deux variables. Hein. J'ai que deux variables. Donc, ça ne va pas encore être trop difficile pour faire ça. C'est pas encore trop difficile. Maintenant, plus vous aurez de variables, plus ça complique les choses. Ça, vous aurez compris. Hein. Bon, je rappelle encore une fois que ce n'est pas la meilleure méthode. C'est pas la plus facile. Mais maintenant, au moins, ça aura le mérite de vous montrer certains aspects, voilà, des fonctions à plusieurs variables. En tout cas. Parce que c'est une optimisation à deux variables ici. C'est une optimisation à deux variables. Habituellement, j'ai fait des optimisations à une seule variable. Les optimisations, on peut avoir à deux variables, trois variables, quatre variables, peu importe. Hein. Si vous faites de l'économie, ben, les variations, on peut avoir plusieurs voilà, même en électronique, hein, on peut avoir plusieurs choses qui varient, plusieurs conditions variables, et donc à ce moment-là, il faut tenir compte de toutes ces conditions variables. On n'a pas en général, on n'a pas qu'un seul paramètre. Voilà, on a plusieurs paramètres. Il faut tenir compte de plusieurs paramètres. Hein. Ici, il y en a que deux, tant mieux. Bon, c'est pas encore trop compliqué. Deux, mais disons que le traitement est un peu plus lourd que la recherche de la racine carrée et d'appliquer directement deux points fixes et de trouver la distance entre deux points fixes. Bon, ici, ça va être un peu plus, je veux dire, délicat. Alors, pour ça, je suis obligé de passer par quelque chose, par une petite théorie. Bon, je suis obligé de passer par là. Voilà, c'est ce qu'on appelle la matrice hessienne. Hessien mathématique et hessienne mathématique. Voilà, bon. Alors, quand on a une fonction à plusieurs variables, de Rn vers R, x1, x2, x1, xn vers f de x1, xn, ben c'est le cas ici. Hein. Moi, mon x1 ici, c'est lambda, mu et lambda. Voilà, j'ai une fonction en mu lambda, dont toutes les dérivées partielles secondes existent. Le coefficient d'indice ij de la matrice hessienne HF, donc on a une matrice hessienne, HF, vaut HIJF, qui vaut la dérivée partielle de f, delta xi, delta xj. Bon, donc vous voyez comment elle se présente la matrice. Hein. La matrice c'est delta carré f sur delta x1 au carré, delta carré, enfin quand je dis delta carré, c'est pas un carré, hein, c'est la dérivée seconde. Hein. C'est une dérivée seconde. C'est la dérivée seconde de f par rapport à xi, xj. Voilà pour
c'est la dérivée seconde de xi, dérivée partielle de x par rapport à xj et puis xi. Voilà. Donc c'est d carré f sur delta x carré. Bon, je vais faire un abus en disant carré, mais c'est pas un carré. Hein. C'est une dérivée seconde. C'est la dérivée de seconde par rapport à x1, mais c'est une dérivée seconde partielle, parce que x1 étant une variable. Hein. Ensuite, j'ai dérivée seconde par rapport à f de delta x1, delta x2, et puis, trois petits points, vous continuez de la suite, delta dérivée seconde par rapport à delta x1, delta xn. Puis ensuite, la deuxième ligne, c'est delta dérivée seconde de f par rapport à delta x2, delta x1, delta dérivée seconde par rapport à delta x2, delta x2, qui est delta x2 au carré. Voilà. Puis la dérivée seconde de f par rapport à, en finalité, delta x2. Donc en fait, on fait delta x1, puis on dérive encore... en fait, il y aura des dérivées partielles de delta x1, x2, x3, x4 jusqu'à xn. Voilà. Ça, c'est pour la première ligne. Mais à côté de ça, il y aura dérivée partielle de x1 partout, au dénominateur. Pour la deuxième ligne, c'est dérivée partielle de x1, x2 jusqu'à xn. Mais on aura, comme on a en deuxième ligne, on aura du delta x2 partout. Donc, voilà, ça se passe comme ça. On crée une matrice hessienne. Voilà. On appelle discriminant hessien ou simplement hessien le déterminant de cette matrice. Le terme hessien a été introduit par James Joseph Sylvester en hommage au mathématicien allemand Ludwig Otto Hess. Soit, notamment, f est une fonction de classe C carré définie sur un ouvert U de l'espace E. Bon, ça c'est une topologie, c'est de la topologie. À valeur réelle, sa matrice hessienne est bien définie et en vertu du théorème de Schwarz, elle est symétrique. On appelle forme hessienne la forme quadratique associée à la matrice hessienne. Application à l'étude des points critiques, et voilà, c'est pour ça que je l'ai prise ici. On suppose que f, fonction locale de classe C carré sur un ouvert U, bon, ça c'est de la topologie. La matrice hessienne permet dans de nombreux cas de déterminer la nature des points critiques de la fonction f, c'est-à-dire des points d'annulation du gradient, condition nécessaire d'extrémum, donc c'est pour l'optimisation. Hein. Donc elle est utilisée pour l'optimisation. Bon, mais ici, il y a combien de variables? Il y en a n. Moi, c'est pas le cas ici. J'en ai pas n, j'en ai que 2. Donc, ce qui veut dire que si j'applique ceci, si j'appelle f d carré, ben, la matrice hessienne, que je vais appeler h, f étant d carré, hf, voilà, hein, voilà. Moi, ce sera une 2 fois 2, tout simplement. C'est une 2 fois 2. Donc, c'est aussi simple que ça. Donc, il y aura toujours d carré f, voilà, d carré f, d carré, enfin, d carré, c'est la dérivée seconde. Hein. J'ai dit que je faisais un abus de langage. Hein. Bon, alors ici, on aura, si je considère, là j'aurai delta f, on aura, enfin, mu, je m'excuse. Delta mu. Bon, je vais la réduire parce que moi j'ai écrit trop grand. Hein. J'ai écrit trop grand. Je vais écrire un peu plus petit. Voilà. Est-ce que ça c'est bon? Oui. Ça pourrait aller.
Bon, dérivée seconde par rapport à quelle variable? Ben, c'est mu, delta mu, ce qui fait delta mu carré. Voilà. Celui-ci, ce sera delta mu, delta lambda. Voilà. Là, ce sera delta mu, delta lambda, delta mu, et là, ce sera delta lambda carré. Voilà, ça c'est la Hessienne, de f. Alors maintenant, on va faire la discussion. Je vais chercher donc le discriminant de S, c'est-à-dire c'est juste le déterminant, calcul du déterminant. Et là, je vais discuter sur le déterminant. Donc, on va discuter sur le discriminant de S. Alors, le discriminant de S, c'est de calculer le déterminant. Donc, je calcule le déterminant. De ceci. Ça veut dire que je vais discuter des signes, c'est une discussion de signes. Alors, je vais faire delta ceci fois celui-là moins celui-ci, mais il est deux fois. Hein. Ouais, donc on aura la même chose d'un côté comme de l'autre. Donc celui-ci, je dois le mettre au carré parce que ce sera deux fois la même chose. Alors, on va regarder après ça. Alors, on peut avoir plusieurs cas de figure. Alors, on va aller voir sur le site qu'est-ce qu'ils disent au niveau des signes. Application des points critiques. Voilà. Si A est un point de minimum, condition nécessaire d'extrémum local, si A est un point de minimum local de F, alors c'est un point critique et la hessienne en A est positif. Si A est un point de maximum local de F, alors c'est un point critique et la hessienne en A est négative, c'est-à-dire que la forme hessienne est négative. En particulier, si la hessienne est un point critique, admet au moins une valeur propre strictement positive et une valeur propre strictement négative. Le point critique est un point col. Condition suffisante d'extrémum local, précisément un point critique de f est dégénéré lorsque le discriminant hessien s'annule. Autrement dit, lorsque 0 est valeur propre de la hessienne, on a un point critique non dégénéré. Le signe des valeurs propres, toutes nulles, détermine la nature de ce point d'extrémum local ou point col. Si la hessienne est définie positive, la fonction atteint un minimum local strict au point critique. Si la hessienne est définie négative, la fonction atteint un maximum local strict au point critique. S'il y a des valeurs propres de chaque signe, le point critique est un point col. Dans ce dernier cas, on définit l'indice du point critique comme la dimension maximale d'un sous-espace sur lequel la hessienne est définie négatif. C'est aussi le nombre de valeurs propres négatives en dimension 2, notamment le discriminant hessien étant le produit de valeurs propres. Son signe suffit à déterminer la nature d'un point critique non dégénéré. Enfin, pour un point critique dégénéré, aucune de ces implications n'est vraie. L'un des exemples les plus simples de points critiques dégénérés est la selle de singe. Bon, la selle de singe qui est là. Alors, on va pas aller au-delà de ça. Voilà. C'est tout simplement pour vous dire que bon, c'est utilisé dans les optimisations. C'est-à-dire que, bon, on a trois cas de figure. On a trois cas de figure dans ça. Alors, bien sûr, ça va traiter des dérivées secondes. Hein. Je vous le dis tout de suite, ça traite les dérivées secondes. Pourquoi? Parce que quand on est
à une dimension, bon, la dérivée première suffit pour... voilà, la dérivée première suffit. Mais quand on est dans l'espace, c'est pas comme ça. Bon, il faut absolument la dérivée seconde, c'est plus délicat. Mais malgré tout, on va rechercher quand même un élément de dérivée première. On définit ce qu'on appelle la notion de stationnaire au travers d'une dérivée première. On regarde si la fonction est stationnaire. Une fois qu'on sait que si elle est stationnaire, à ce moment-là, on peut discuter sur l'étude de la concavité, donc de la fonction, en chaque point stationnaire. Alors, à ce moment-là, on peut avoir plusieurs cas de figure. Si la dérivée seconde, elle est positive, la dérivée seconde, elle peut être négative. Là, la dérivée seconde peut être égale à 0. On a trois cas de figure. Alors, si f seconde est positif, on a ce qu'on appelle un minimum local. Un minimum local. Voilà. Bien sûr, on a un point donné, on a un minimum local. Ce point local, ce point donné, bien sûr, je vous dis que bon, c'est un point stationnaire. Hein. C'est un point stationnaire. Voilà. Donc, si maintenant, oui, ça c'est min, parce que max ça commence par m aussi. Donc, la dérivée seconde, si elle est positive, on a un minimum local. Sinon, si la dérivée seconde est négative, on a un maximum local. Et si, et c'est ce que je vous ai dit tantôt, là, on ne peut conclure. On ne peut pas conclure. Si la dérivée seconde d'un point stationnaire égale à 0, on ne peut pas conclure. On ne sait pas dire, ben, maintenant c'est toujours trouvé, hein, bon, il y a moyen. Alors comment dire qu'il y a moyen? Ben, il faut étudier le signe de la dérivée première, hein, autour de ce point, voilà, autour d'un point x0, autour du point d'un point x0, bien donné. Alors maintenant, savoir avec aussi les concavités, parce que si la fonction f est concave, dans son domaine, bien sûr, hein, si elle est concave dans son domaine, ben, ça veut dire que la fonction f admet un maximum local en x0. Si la fonction est concave dans son domaine, elle admettra un maximum local en x0. Si maintenant la fonction est convexe, bon, on sait voir si elle est convexe ou concave, hein, bon, c'est via des critères. Voilà. Si f est convexe sur le domaine de sur son domaine de définition, ben à ce moment-là, la fonction admet un minimum local. De toute façon, je ne vais pas aller jusque-là, parce que ici, je veux juste voir si c'est positif, négatif ou nul. Je ne vais pas aller au-delà. Si c'est nul, moi, je ne vais pas faire d'étude de signe, parce que je vous dirai que, bon, j'ai déjà fait l'étude de calcul de la distance, donc je sais qu'est-ce qu'elle vaut. Je pourrais dire qu'est-ce qu'elle vaut, hein, puisque je sais bien qu'elle vaut 4,56. Voilà, là c'est la distance, elle vaut 4,56. Donc, si je trouve 4,56, ben, pour moi, c'est plus un secret. Si je trouve, bien sûr, si on ne sait pas conclure et que j'arrive à trouver une valeur et que cette valeur corrobore bien que j'ai les 4,56, ben, moi, ça me suffit. J'ai pas besoin de faire une étude de signe, hein, de la dérivée première. J'ai pas besoin de tout ça. Bon, ben, maintenant, le tout, c'est de trouver tout ça. Alors, je vais chercher. Bon, la SN ne m'intéresse plus parce que j'ai son discriminant. J'ai le discriminant de S qui est là. Et là, ça va me donner un signe. Alors, on va aller rechercher. Bon, la première des choses, je vais calculer je vais calculer d carré f. Dérivé de f au carré par rapport à mu carré. Bon, je vais rechercher l'expression qui est... ouais. Bon, je vais la réduire parce qu'elle est un peu trop grande.
Bon, ce qui veut dire que ici, mu est une variable et f est une constante. Donc je vais dériver 2 fois par rapport à mu. Alors si je dérive une première fois par rapport à mu, là j'aurai 2 fois mu moins 3 moins lambda. Puis je dérive l'intérieur de la puissance, ce qui fait mu ça fait 1, moins 3 c'est une constante, ça fait 0. Donc fois 1. 1 fois 1. Je fais la même chose pour l'autre, à côté. 2 fois 2 mu moins 2 lambda moins 4 hein, fois la dérivée de mu qui vaut 2, dérivée de 2 lambda c'est une constante, ça fait 0, et de la dérivée de 4 ça fait 0. Plus 2 fois mu bon, ici j'ai dérivé qu'une seule fois. Hein. Parce qu'il faut encore dériver ça. Hein. Là, j'ai dérivé. Il faut dériver 2 fois. Voilà. 2 fois mu moins lambda. Fois la dérivée de mu qui vaut 1. Voilà. Et ça, je dois encore dériver une fois. Alors je vais dériver. Il va rester. Alors je vais faire un peu de nettoyage parce que c'est vrai que 1 ici peut partir, 1 il peut partir, et là ça fait 4. Alors, si je distribue, on aura 2 mu, moins 6, moins 2 lambda. Alors ce qui va m'intéresser, c'est juste le mu. Si je dérive 2 mu, ben, ça fait 2. Alors, si je dérive le suivant, on aura 4 fois 2, 8, moins 16. Mais le seul qui va être dérivable, c'est le 8 mu. La dérivée de 8 mu, c'est 8. Et le dernier, le seul qui est dérivable, c'est 2 mu. Donc on aura 8 plus 2, ce qui fait 12. La dérivée fait 12. Donc, je viens de faire la dérivée de celui-ci, qui fait 12. Alors, je vais faire la dérivée de... par rapport à lambda, dérivée seconde. Bon, je fais une dérivée seconde, mais par rapport à lambda. Hein. Entendons-nous bien, je vais dériver ça 2 fois, mais par rapport à lambda. Donc, je vais avoir la même chose que tout à l'heure. On aura 2, on va recopier mu moins 3, c'est la même chose. Hein, moins lambda, voilà. Parce qu'on dérive juste la puissance. Bien sûr, fois le lambda. Et le lambda, là, il vaut moins 1. Donc on aura moins 2 plus 2 fois 2 mu moins 2 lambda moins 4 fois la dérivée de moins 2 lambda parce que 2 mu étant une constante, 4 moins 4 étant une constante, ce qui fait moins 2, donc on aura moins 4 ici. Moins
4. Et le dernier, ça fait toujours plus 2 mu moins lambda. Et la dérivée de moins lambda, ça fait moins 1, qui fait moins 2. Moins 2. Bon, je dois encore dériver ceci une seconde fois, toujours par rapport à lambda. Alors, là, je vais multiplier ça, moins 2 mu, plus 6, plus 2 lambda. Donc, si je dérive par rapport à lambda, mais tout le restant étant constant, ça fait, on aura 2. Alors ici, vous aurez compris que ce sera moins 4 fois 2, ce qui fait plus 8. Et le dernier, ce sera moins fois moins, ça fait plus 2. Donc le résultat, ça fait 12. Donc on a ici 12 fois 12. Moins. Et maintenant, je vais aller rechercher le carré de la dérivée par rapport à f de mu. D'abord, et lambda ensuite, ou lambda d'abord et mu ensuite, on s'en fout. C'est pas ça qui va changer grand chose, ça va être la même chose. Je vais le réécrire parce qu'ici c'est une catastrophe. Mu moins 3 moins lambda au carré plus 2 mu moins 2 lambda moins 4 au carré plus mu moins lambda au carré. Alors ça c'est f, c'est mon d carré. Hein. C'est le d carré qui, c'est le fameux f. Voilà, ça c'est f. On a f. Donc je vais dériver f par rapport, bien sûr, 2 fois. Une fois par rapport à lambda, une fois par rapport à mu. Bon, alors si je dérive par rapport à lambda, peu importe hein, que je fasse mu lambda ou lambda mu avant, on s'en fout. Ça va être le même résultat. Bon, je vais d'abord faire par rapport à lambda. Donc je vais dériver, ça fait 2. Donc il faut dériver 2 fois. Une fois par rapport à lambda, une fois par rapport à mu. Alors par rapport à lambda, on a toujours la puissance. Mu moins 3 moins lambda. Alors si je dérive par rapport à lambda, ça fait moins 1. Ensuite, plus 2, 2 mu moins 2 lambda moins 4. Je dérive par rapport toujours à lambda. Ça fait moins 2, donc là on a moins 4. Et moins 4 fois 2, ça fait moins 8. Moins 8. Ensuite, plus 2 fois mu moins lambda. Comme je dérive lambda, par rapport à lambda, ça fait moins 1. Donc on a moins 2. Maintenant, je vais dériver par rapport à mu, obligatoirement. Alors, là, je vais chercher juste les mu. Hein. Il y a juste à faire ça. Alors, ça qui fait moins 2. Ouais, ici, c'est pour ça que je me suis trompé. Je sais pas pourquoi j'ai mis... Là, je me suis trompé, là. La première dérivation, c'était 2. Et puis, il y avait moins 2. Ce qui fait moins 4. Bon, j'ai 2. 2 fois 2, ça fait 4. Je sais pas pourquoi j'ai mis moins 8. Moins 4. Moins 2.
2. Voilà, ça c'est bon. Alors maintenant, ça fait moins 2 mu, moins 8 mu. Le mu il tombe parce que bon, je dérive par rapport à mu, il reste moins 2. Donc ce qui fait moins 12. Moins 12. Bon ben on va calculer ça maintenant. Alors je viens de trouver moins 12. Et là vous voyez que le résultat il fait 0. Parce que moins 12 au carré ça fait 144. 12 fois 12 144. 144 moins 144 ça fait 0. Eh bien là, le problème c'est qu'on ne peut pas conclure. Parce que, voilà, là, je viens de trouver f seconde de 0 vaut 0. On ne sait pas conclure. Voilà, on ne sait pas conclure. Alors, là, je ferai confiance au résultat de 4,56. Je ne vais pas faire une étude de fonction ici pour étudier la dérivée première. Donc, le 4,56, faisons confiance que le 4,56 est bon. Donc, de l'étude qui a été faite ici. J'ai 4,56. Voilà. On peut dire que ça, c'est valable. On ne sait pas conclure, en fait. Je vous remercie.